Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester sur l'antenne. Bienvenue à Actu Hebdo, notre rendez-vous dominical de la mi-journée, le canal 12-13. Notre invité de ce dimanche, M. Mahamadou Garba Abdou, bonjour. Bonjour, M. Nyombele. Vous êtes le coordinateur du projet FASAM, Formation agricole pour la sécurité au Mali. Quelque chose de nouveau ou pas? Je dirais quelque chose de pas de nouveau parce que ça fait déjà 4 ans qu'on est là. Ah ben très bien, on en parlera dans un instant. Le temps de voir le reportage sur la tenue du forum sur l'insertion professionnelle des diplômés finissants du secteur de la formation agricole au Mali. L'objectif est d'offrir un cadre de réflexion à tous les acteurs de la formation agricole au Mali. Nous faisons le point avec notre reporter Barakissa Ouattara et puis on revient sur le plateau avec les détails avec vous. Parfait. Okay. On va suivre. Okay. Les acteurs de la formation agricole sont à l'école pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ce forum, deuxième du genre, s'inscrit dans le cadre des activités du projet FASAM, Formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali. Il vise à contribuer à la recherche de solutions appropriées pour relever les défis liés aux enjeux d'insertion des diplômés finissants du secteur de la formation agricole. Ce projet est une initiative résultante de la coopération entre le gouvernement malien et canadien. L'idée est de permettre aux gens de discuter collectivement d'enjeux qui touchent présentement l'insertion professionnelle des finissants et des finissantes en formation agricole. Car des bons programmes est une chose, encore faut-il que les jeunes trouvent des emplois. C'est un événement en soi, car c'est rare que les gens puissent se retrouver comme entre techniciens pour discuter d'enjeux de ce type-là. Le forum permet également d'offrir un cadre de réflexion à tous les acteurs de la formation agricole au Mali sur les défis et enjeux liés à l'insertion professionnelle, d'où les thèmes insertion des diplômés finissants du secteur agricole, rôle et responsabilité des acteurs en formation agricole et des autres parties prenantes du secteur. Le forum principal, c'est vraiment le défi, quels sont les enjeux pour l'insertion des jeunes diplômés finissants et quelles sont les stratégies qu'il faut développer pour trouver des emplois à ces jeunes-là. Donc, il y a plusieurs ministères qui sont insérés dans cette action par rapport au ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Innovation et de la Recherche scientifique, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et vraiment, c'est une multitude de partenaires pour essayer de trouver une solution par rapport à l'emploi de ces jeunes qui finissent avec la formation agricole et qui n'arrivent pas à trouver des emplois. Rappelons qu'en 2017, un forum similaire a été organisé sur les enjeux de la formation agricole au Mali. Ce deuxième forum est exclusivement consacré à la recherche de solutions durables aux défis que pose l'insertion des jeunes au Mali. Voilà, Monsieur Mahamadou Garba Abdou. Et je vous posais la question de savoir au début de notre entretien, c'était quoi le FASAM? Merci, M. Nyombele, pour l'occasion que vous m'offrez pour vous parler du FASAM de façon plus précise. En fait, le FASAM, c'est le projet de formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali. Le FASAM est une initiative canadienne, mais qui vient pour contribuer aux efforts et à la politique du gouvernement malien, qui, depuis un certain temps, veut faire du secteur de l'agriculture un levier de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Alors, vous avez dit une initiative canadienne, et c'est quelque chose d'importé? Je ne dirais pas importé, parce que c'est parti des études avant, si je veux parler un peu du processus d'élaboration de FASAM, tout est parti d'ici, en fait, à partir du Mali. D'accord. C'est vrai que la coopération... Donc les besoins sont partis d'ici. Exactement. On a analysé d'abord sur le terrain. Effectivement. Identifié les besoins. En 2011, juste un petit rappel. Oui. En 2011, avant, parce que le FASAM, les démarches d'élaboration ont commencé depuis 2010-2011, où la coopération canadienne ici à Bamako a commandité une étude pour évaluer tous les dispositifs de la formation agricole au Mali. C'est-à-dire du niveau le plus bas jusqu'au niveau supérieur, le niveau formation professionnelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc il y a eu des consultants canadiens et des consultants maliens qui ont travaillé en synergie pour réaliser cette étude. Donc le but de cette étude, c'est les résultats, les conclusions de cette étude qui ont permis
vraiment de mettre un doigt sur le véritable besoin de ce projet-là. Alors, qu'est-ce que les résultats de cette étude ou ces études, les résultats, qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table? Les résultats, si je prends juste par exemple au niveau de l'enseignement supérieur, cette étude a permis de comprendre qu'au niveau de l'enseignement supérieur, par exemple l'IPR-IFRA de Katibou, l'Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche appliquée, dont moi-même je suis un ancien diplômé de l'institution. En fait, l'étude a permis de comprendre quand même que c'est l'institution qui produit la majorité des acteurs de la formation agricole ici au Mali. La plupart des cadres de l'administration du secteur agricole sortent de là. Ils ont leur première formation technique ou ingénieur dans cet établissement avant d'aller continuer ailleurs, la majorité, je dis. Donc, ça montre à quel point cet établissement-là, il y a beaucoup d'enseignants qui sont à peu près au bout de la retraite. Dans 2 ou 3 ans, la majorité des enseignants de cet établissement vont à la retraite. Et on a compris aussi qu'il y a beaucoup de diplômés. On a entendu parler en fait qu'il y a beaucoup de sortants de cet établissement qui ne travaillent pas. Oui. Et ça nous a amené, dans le cadre du projet, à mener quelques études qui nous ont permis de vérifier de façon plus précise si ces diplômés-là, parce qu'il y a certains qui nous ont dit à un moment donné que les diplômés de l'IPR, on les trouve à tous les coins de rue à Bamako en train de vendre des cartes. D'accord. Des cartes de crédit. Et ce qui n'était pas le cas à la suite des études. Alors, donc si on comprend bien, vous êtes là pour remplacer quelque chose ou renforcer quelque chose? Mais je dirais que nous sommes là pour renforcer quelque chose qui existe déjà. À quoi? La formation agricole au Mali existe de tout le temps, depuis longtemps. Voilà. Et puis on a vu beaucoup de structures, beaucoup d'initiatives. Oui. Alors vous venez avec quoi de particulier, d'expérience, de savoir-faire, sorti des sentiers battus? Oui, en fait, nous, on vient quand même avec beaucoup d'expérience parce que je pense que dans le milieu de la formation ici au Mali, c'est reconnu qu'au niveau de l'approche canadienne, l'approche par compétence, ça a fait beaucoup ses preuves. Au niveau de l'éducation de base et au niveau technique, c'est un système, c'est une approche qui a été beaucoup diffusée et adaptée ici au Mali depuis les années 90. Il y a beaucoup au niveau du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. L'État, depuis les années 90, a envoyé les cadres de l'Éducation nationale pour aller au Canada apprendre cette approche afin de venir l'adapter au niveau... Parce que c'est cette approche-là, cette dynamique qui permet à la sortie des diplômés d'avoir plus de capacités pratiques, de sortir de la théorie. Donc notre approche, c'est ça qui montre toute sa pertinence en fait dans le cadre de la formation agricole. Nous, c'est cela que nous amenons dans le cadre de la formation agricole. Alors comme le disait l'autre, parlons vrai, parlons simple. Et vous l'avez dit, vous êtes sur le terrain, le FASAM, depuis 4 ans maintenant. Concrètement, quelle est votre méthodologie et quels en sont ses résultats? Bon. Déjà. Notre méthodologie, comme je vous ai dit, en fait, depuis le projet a commencé, les accords de partenariat entre le Mali et le Canada ont été signés en 2014. Donc les activités, ça nous a laissé un petit temps pour préparer le plan de travail annuel. Et après ce plan de travail annuel, nous avons commencé nos activités, identifier les partenaires, qui sont les établissements exclusivement de l'État malien. Donc, dans ce cadre-là, on appuie à peu près 8 établissements qui sont localisés dans pratiquement 3 régions. Il y a la région de Sikasso, la région de Koulikoro, et puis la région de Ségou, et puis le district de Bamako. Donc, au niveau des dispositifs dont je vous ai parlé, il y a l'enseignement supérieur comme l'IPR de Katibougou que nous appuyons beaucoup. Et puis, le niveau technique, c'est l'IFP de Koutiala et les CAA. Il y a tous les CAA du Mali. Nous, on appuie 3 des 4 CAA qui existent au Mali, les centres d'apprentissage agricole, si vous voulez bien, parce que le 4e est appuyé par un autre projet canadien, en fait. Vous les appuyez comment? En fait, la démarche que nous menons, c'est de leur apporter, en fait, parce que le projet, si je peux vous dire, comment est-ce que nous les accompagnons, le projet est mis en œuvre à travers 3 composantes principales. La première composante, il s'agit d'améliorer la qualité de l'offre de formation. Ça a été qualité fait. Et la pertinence. Ça depuis déjà. 4 ans, c'est cela que nous sommes en train de faire. Il y a
le programme principal qui reçoit beaucoup d'étudiants à l'IPER de Katibou, le programme d'ingénieur agronome, et le programme de DUT, ça veut dire technicien en amélioration des plantes et production des semences. C'est les deux programmes que nous avons révisés, nous avons accompagné en fait l'IPR à réviser. Parce que l'approche que nous menons, compte tenu du fait que nous, on n'est pas des exécutants, on veut que notre approche laisse de traces même après, des décennies après le projet. Nous amenons de l'expertise canadienne qui travaille avec les enseignants de l'IPR, par exemple, et les autres établissements comme les CFP, les CAA et les IFP, à les aider dans la révision des programmes. Donc, comment est-ce que nous avons fait pour faire cette révision de programme-là? On a fait des études qui nous ont démontré le niveau, qui nous ont permis de connaître le niveau de pertinence de ces programmes. Il y a une première étude qui a porté sur la trajectoire des diplômés de la formation agricole. Les résultats de cette étude visaient à connaître où sont placés, qu'est-ce qu'ils font les sortants 10 ans plus tard, qui ont fini leurs études. Où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Que font-ils? Voilà, que font-ils? Est-ce que réellement ils vendent des cartes de crédit comme les gens le disent? Oui. Ou bien est-ce qu'ils sont placés dans des entreprises de l'État? Ou bien est-ce qu'ils travaillent pour la fonction publique? Ces résultats nous ont permis de connaître que l'État reste encore le principal pourvoyeur des diplômés du secteur de la formation agricole, parce qu'à peu près 70% de ces gens-là qui ont été enquêtés travaillent pour le compte de l'État. On a compris que c'est seulement 5% qui sont dans le secteur privé. D'accord. Et les autres sont dans d'autres secteurs. Et ensuite, oui. Ensuite, on a fait la deuxième étude. Qu'est-ce que ça a révélé? Oui. Donc, il y a eu une autre étude. Parce que pour faire la révision des programmes, il ne s'agit pas de commencer. Il faut d'abord étudier le terrain. Absolument. Parce que l'idée de la formation, de notre formation, la finalité, c'est d'assurer des diplômés, des jeunes, des ressources humaines qualifiées qui vont appuyer tous les secteurs de l'agriculture, du niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur. Et cela ne peut se faire que à travers des programmes qui sont bien montés, qui répondent bien aux besoins du terrain. Et pour faire cela, pour nous assurer que ces programmes répondent réellement, véritablement aux besoins du terrain, c'est pour cela que nous avons fait la première étude. La deuxième étude consistait à aller rencontrer les différents employeurs du secteur de ces gens-là, pour savoir est-ce que ces gens-là, c'est quoi leur perception? Quel secteur? Vous avez dit tantôt qu'il y avait que 5% qui étaient utilisés, non? En fait, il y a les ONG, il y a tout ce qui est les organismes. Oui, les 5%, c'est... Qui sont-ils ces utilisateurs-là? Oui, c'est globalement, c'est État ou c'est privé ou... Non, ce que je disais, c'est qu'on a compris que c'est l'État qui reste le principal pourvoyeur à 70% des diplômés. D'accord. Et normalement, l'État avait sorti de cette politique parce qu'on sait que l'État n'a plus les moyens de donner de l'emploi à tous ceux qui sortent tous ceux qui ont un diplôme. On a vu que c'est seulement 5% qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le privé, c'est-à-dire pour leur propre compte. Les autres sont dans les privés, dans les ONG. Les 25%, ils sont dans les privés, les ONG. Alors, maintenant que vous avez mené des études, il y avait eu aussi également une troisième étude? Non, c'est la deuxième étude qui nous ont permis vraiment de démontrer à quel point la nécessité, en fait, de réviser les programmes au niveau de l'IPR et au niveau des centres d'apprentissage agricole. Parce que c'est les deux institutions qui fournissent beaucoup de ressources humaines au niveau de tous les secteurs, de l'État et puis les autres aussi secteurs. Alors, vous cherchez à mettre une certaine adéquation ou bien une adéquation certaine entre la formation et l'emploi, c'est bien cela? Oui, exactement. Notre souci, c'est cela. Okay. Et l'approche, la pertinence dont je parle, effectivement, parce qu'on a constaté que beaucoup de programmes au niveau des établissements que nous appuyons sont montés sur 10-15 années. Ils n'ont jamais suivi de révision. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de travail qui permette d'aller collecter de l'information auprès des employeurs pour s'assurer de leur satisfaction, pour que les établissements même s'assurent que les produits qui sortent répondent véritablement aux besoins de ces employeurs-là. Donc, notre travail s'inscrit dans cette dynamique. Alors, oui, allez-y. Donc, c'est pour cela que, pour nous, la qualité de la formation, c'est quelque chose de primordial pour favoriser l'insertion des jeunes. D'accord. Donc, c'est pour cela que tout le travail que nous faisons à ce niveau-là, parce qu'au-delà de la révision, ça, je vous ai parlé juste de la première composante du projet qui a permis de réviser 2 programmes à l'IPR et un programme au niveau des CA de Samanco. La deuxième composante porte sur le renforcement du corps enseignant.
une fois que les programmes sont révisés, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que les enseignants, comme je le disais, souvent sont proches de la retraite. Ils ont l'approche par compétence que nous sommes en train d'adapter dans ces établissements-là, ça requiert de nouvelles compétences au niveau des enseignants. Je ne sais pas si je vous suis bien, et si c'est le cas, je ne sais pas maintenant si je vous comprends très bien. Et quand on regarde un peu l'intitulé de votre forum, on en parlera tout de suite. Forum sur l'insertion professionnelle des diplômés finissants. Nous allons nous dire d'abord pourquoi finissants, pourquoi on ne va pas commencer directement avec les débutants. Et nous remarquons que vous vous appesantissez sur la formation, la qualité de la formation, c'est déjà le fondamental. Tout à fait. Il le faut absolument, sinon on ne réussira à rien. Mais on ne voit pas tellement l'impact de l'insertion. Voilà. L'impact de l'insertion. Concrètement sur le terrain, qui a été inséré? En fait, nous, on est dans un processus qui ne peut, peut-être que qui ne va pas finir même pendant le cycle du projet. Parce que l'insertion, ce n'est pas... Si vous voulez un peu, je veux parler du forum, parce que depuis tout ce temps-là, on parlait du projet. Oui, absolument. Oui. Mais le forum en tant que tel, si vous voulez, déjà, la question, c'est que le forum, c'est la 2e édition. Pour nous, la démarche, il faut aller par étapes. Le premier point de départ pour favoriser l'insertion, c'est d'assurer la qualité de la formation. D'accord. Pour ce but-là, en 2017, comme votre collègue l'a dit dans l'émission tout à l'heure, nous avons organisé un premier forum qui permet d'offrir à tous les acteurs de la formation agricole un plateau pour échanger, pour débattre des enjeux de la formation agricole. Ça, c'est la première édition. Ça, c'était la première édition en janvier 2017. Est-ce que vous avez fait l'évaluation de cette première édition? L'évaluation, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une évaluation parce que le travail était en cours dans les établissements pour améliorer la qualité. Maintenant, la 2e édition qui porte sur votre question d'insertion, je vais venir à ça maintenant, et l'idée de cette 2e édition, parce que pendant les 4 ans que nous avons mis en œuvre les programmes, on se heurte à ce stade-là au défi de l'insertion. La plupart des acteurs du milieu, au-delà de notre projet, avec qui nous travaillons, ils parlent, ils expriment haut et fort, ils posent le souci de l'insertion. Et on les voit au niveau des jeunes qui sont sortis avant, parce que nous, les programmes que nous révisons, les jeunes ne sont pas encore sortis. Mais nous préparons, nous jetons les jalons pour préparer déjà l'heure de sortie, pour que l'insertion ne pose pas un souci à ces diplômés-là. Alors, il ne serait pas mieux de mener ces 2 actions en même temps, c'est-à-dire essayer d'améliorer, de renforcer les différents programmes, mais en même temps préparer la question de l'insertion, comme ça on va aller d'un côté, puis directement en fait, on va régler le deuxième problème. C'est ça l'objectif. Sinon, on va revenir au point de départ. On aura des gens très bien formés, qui auront assimilé vraiment l'ensemble du contenu des différents programmes, mais qui seront là encore au point de départ, sans circuit. Monsieur Diombélé, c'est l'objet de ce 2e forum-là, en réalité. Parce qu'effectivement, on est dans le cursus de la formation, mais ce 2e forum, c'est tout comme le premier, c'est de permettre à tous les acteurs du milieu, l'État, le privé, les ONG, d'avoir ce cadre-là. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le cadre de la formation professionnelle qui visent l'insertion, mais souvent les gens n'ont pas un plateau approprié pour échanger, pour créer de la synergie, pour harmoniser les actions. L'idée de ce forum, c'est d'abord, vous avez vu, dans les cas vous avez un peu anticipé. Oui. Alors on va parler du forum. Et qui était présent? À peu près, nous avons invité une centaine de participants et on a reçu à peu près 80-90 sur les 2 jours. Avec quel profil? En fait, il y a les services de l'État, les représentants des ministères, il y a les directions techniques spécialisées, il y a les établissements de formation du secteur agricole, il y a les établissements publics et privés, il y a les secteurs privés, comme la plupart des industries qui sont dans les secteurs comme Toguna, Éléphant Vert, d'autres, les sémenciers. Très bien, si vous commencez à faire la publicité, on l'Office la du facture. Niger. En fait, c'est juste pour vous dire, en l'Office du Niger, en tout cas, tous les grands services, toutes les grandes institutions qui emploient potentiellement les diplômés de l'agriculture sont invités. La CMDT, tous ces gens-là sont invités, y compris les partenaires, les différents projets de la place, parce qu'il y en a beaucoup, l'UXDEV,
il y a la coopération belge, il y a la coopération canadienne. Alors, comme tous étaient là. qui organise. Et quels sont les échos? Bon, les échos, si vous voulez, c'est sûr que je dirais que ça a été positif. Parce qu'à la sortie, vos collègues étaient là-bas, et puis il y a d'autres gens, ils ont eu la perception de... C'est sûr que les gens ont... Justement, on a vu l'élément de reportage qui fait 1 minute 30, comme ça, vous êtes là sur le plateau pour de plus amples détails. Voilà pourquoi Tout à fait. cette question. Tout à Quelles fait. étaient les préoccupations des uns et des autres? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table? Ce qu'ils ont mis sur la Et table... quelles solutions vous avez proposées ou quelles recommandations vous avez également apportées? qui sont sorties. Effectivement, on a constaté que le véritable problème des établissements, parce que le forum était pour définir les rôles des acteurs, mais on a vu que dans beaucoup de cas, les gens ont parlé de l'autonomisation des établissements, le manque d'autonomie. Vous voyez, il y a souvent le manque de communication entre la tutelle au niveau des ministères et puis les établissements même. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui ont été débattus. Et puis, il y a beaucoup de cas qui, les gens ont parlé de manque de synergie. Oui, mais pour les établissements, puis vous avez parlé de manque d'autonomisation. À quel niveau? Autonome sur quel plan? Autonome au niveau de la gestion de l'établissement. Parce qu'on a vu que pour prendre des initiatives, pour créer des conditions favorables au sein d'un établissement, pour que l'établissement puisse fonctionner pour l'atteinte, créer les conditions d'une insertion de leurs diplômés, il faut qu'il y ait des structures à l'interne, à l'intérieur des établissements. Alors, puisque c'est vous qui êtes l'initiateur de ce forum, vous avez apporté une réponse à cette question précise, non? Oui, parce que nous, on travaille avec... C'était laquelle? La réponse, c'est que nous, déjà, pour tout ce qui est de l'insertion, on a aidé nos partenaires déjà à mettre en place des cellules d'insertion à tous les niveaux. Et en plus de ça, on a réfléchi pendant les conclusions du forum, ont abouti en fait à une feuille de route qui permet de traiter, en tout cas, je dirais, traiter de façon efficace, j'espère, oui. toutes les préoccupations. Efficiente, hein? Et efficiente, effectivement, parce que la question des financements était assez revenue souvent revenue, dans les discussions. Donc, cette feuille de route-là, pour nous, c'est un début de solution. C'est une piste, un début de solution sur lequel il y a un comité de suivi qui va travailler là-dessus afin d'aller voir les différents acteurs concernés, notamment les services de l'État, les ministères avec lesquels nous travaillons, pour faire du plaidoyer afin qu'ils puissent nous aider en tout cas à avancer, à régler les différents problèmes, les différents soucis que nous avons au niveau des différents établissements. D'accord, je suis sûr que ce n'est pas le seul problème évoqué. Alors déjà, piste de solutions, en tout cas, début de réflexion pour aplanir ce problème, pour raboter un peu ces difficultés au niveau des établissements privés et les autres partenaires. On ne va pas citer toutes les questions évoquées, mais les plus saillantes quand même. Les autres partenaires, c'est qu'ils ont évoqué. Oui. Il y a par exemple certains. Vous avez cité les grandes structures privées. Je vais prendre certains noms. Vous avez dit Touruna. Par exemple, pour les cas. Pour les cas, les problèmes même, il y a un problème crucial qui a été évoqué assez souvent dans les discussions, dans les sous-commissions. Souvent, la question d'appui aux diplômés pour l'insertion. Il y en a des gens qui parlent d'appui en termes de kit, en termes de financement. Parce que les jeunes, souvent, quand ils ont leur diplôme, le véritable problème qu'ils ont aussi doivent s'installer à leur compte, parce qu'on sait que ce n'est pas juste être entrepreneur qui caractérise l'insertion. Il y a les emplois salariales et autres. Donc, pour les cas des entreprises, pour les jeunes qui veulent s'installer à leur compte, ils sont souvent confrontés aux problèmes d'appui. Les gens pensent que les projets, l'appui financier. Mais ce ne sont pas des managers également au départ. Mais effectivement. Est-ce que vous avez pensé à ce côté aussi? Effectivement, l'appui financier, c'est sûr que la plupart des projets que je connais, nous, on ne le fait pas. Parce qu'il faut leur apprendre à faire des business plans, des trucs, être de véritables managers. Mais effectivement, pendant le forum, c'est cette question-là qui a été beaucoup débattue. Parce que cela ne se fait pas seulement à la fin de la formation, en fait. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, on constate que les établissements ne savent pas qu'ils jouent un rôle fondamental dans cet encadrement dont vous êtes en train de parler, former les jeunes pour faire en sorte que, à la diplomation du jeune, il est capable de faire un CV, il est capable d'aller chercher de l'emploi, ici aller sur Internet pour chercher
des offres d'emploi. Alors, à ce moment, est-ce qu'il n'est pas utile à votre niveau également de réajuster un peu les contenus de vos différentes formations en y incluant le management là-dedans et ne plus s'appesantir sur les étudiants finissants? Ben, effectivement, pour nous, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est ça notre approche. Nous, on est parti d'une base solide à travers les études que nous avons menées. Parce qu'ils nous ont permis d'identifier toutes les lacunes, toutes les failles, en tout cas l'essentiel des programmes que nous sommes en train de réviser. Et de ce fait, nous sommes en train de les prendre en compte parce qu'on a compris que le véritable problème qui était ressorti, les jeunes diplômés, les entreprises se sont plaints du fait qu'ils ne savent pas écrire. Ils ont des problèmes dans les rapportages. Et souvent, les jeunes qui sortent ne sont pas formés pour devenir autonomes parce qu'il n'y a aucune formation, aucun module en entrepreneuriat dans leur programme. Voilà. Les programmes que nous sommes en train de réviser dans le cadre du projet intègrent cela. Exactement. D'accord. Tous les programmes que nous sommes en train de réviser prennent en compte, créent des conditions pour favoriser une certaine autonomie des jeunes après la diplomation, pour éviter que les jeunes attendent seulement la fonction publique pour commencer à travailler. D'accord. Alors, beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. On a parlé tantôt de l'autonomisation des établissements privés, on a parlé un peu du déficit de formation en management des étudiants. Autre question? Ben, l'autre question, c'est qu'il y en a certains Vous avez d'autres partenaires qui ont d'autres préoccupations? Oui, absolument. La préoccupation de certains, c'est qu'il y a beaucoup d'actions, des projets qui se font sur le terrain. Mais il n'y a pas de synergie. J'en avais parlé à un moment donné. Il y a un problème de coordination, de synergie entre les partenaires. Et ce problème-là, moi, je vais profiter de ce plateau pour en tout cas faire un plaidoyer au niveau des services compétents, les ministères, parce que c'est seulement eux qui sont capables de rassembler tous les partenaires, tous les projets qui interviennent dans leur département pour créer cette synergie. Eh bien, vous savez pourquoi ils ne le font pas? Peut-être qu'ils ne savent pas. Vous êtes initiateur de ce projet, vous avez une stratégie en tête? Mais en fait, je dirais que le forum, même s'il ne le savait pas, le forum va créer les conditions pour qu'ils le sachent, parce que tous étaient là. Ça, c'est déjà un atout, parce que ça montre qu'il y avait quand même, il y a beaucoup d'intérêt, il y a eu beaucoup d'intérêt à ce forum, parce que la plupart des acteurs qui ont été invités étaient là. Donc, nous, on travaille beaucoup avec eux pour les inculquer cet esprit de rassembler les gens. Nous, on le fait au niveau, étant donné, nous, on a la chance d'être un projet particulier, on intervient à tous les niveaux du dispositif de la formation technique, du cycle professionnel jusqu'à l'enseignement supérieur. On le fait à l'IPR, on a créé les conditions, il y a beaucoup de projets avec qui nous travaillons au niveau de l'IPR. On a créé cette synergie-là, on essaye de travailler ensemble pour permettre à chacun de savoir ce que l'autre fait. Déjà, l'avantage, c'est pour éviter des duplications. Parce que la duplication, non seulement c'est une perte de ressources, et en plus de ça, ça ne favorise pas, ça ne bénéficie pas à l'établissement. Parce que quand on apporte plusieurs démarches, l'établissement, on l'engouffre avec beaucoup de démarches, beaucoup de méthodes. Finalement, il se sent perdu, il ne sait plus quoi faire. C'est difficile de Donc on essaye de se parler vraiment pour harmoniser, pour faire en sorte que les interventions que nous menons puissent être en faveur, au bénéfice, puissent servir de façon durable les établissements que nous appuyons. D'accord. Est-ce que la prochaine édition, l'édition 3, Forum 3, au lieu de dire sur l'insertion professionnelle des diplômés finissants, parce que là, est-ce qu'on verra l'insertion professionnelle des acteurs du secteur agricole? Ça va être plus global. Ben, en fait, je dirais... Est-ce que ça n'est pas un peu discriminatoire, là? Bon, ça c'est une très bonne question, effectivement. En fait, il y en a des gens qui ont parlé de ça un peu dans le forum, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, des organisations paysannes, des coopératives et tout ça. Mais, vous savez, la question d'insertion, c'est fondamental et ça touche beaucoup de monde. Et ça couvre plusieurs niveaux. Surtout dans le secteur agricole. Dans le secteur agricole. Hein. Et je sais qu'au niveau, comme vous dites, au niveau paysan, au niveau de ceux qui n'ont pas les diplômes, ils sont nombreux. Absolument. Mais ils sont les plus nombreux d'ailleurs. Plus nombreux, effectivement. Mais l'idée pour nous, c'est déjà d'apporter une contribution à une partie de à trouver une solution, à rechercher des solutions à ce problème-là. Parce qu'effectivement, et nous pensons que nous ne pouvons
le faire qu'à travers le domaine dans lequel nous intervenons directement. Et c'est pour cela que le thème a porté sur les diplômés finissants. Parce que nous travaillons à former des ressources compétentes pour tout le Mali. Et ces ressources-là, au-delà du ministère, c'est eux qui se retrouvent auprès des paysans. C'est eux qui vont appuyer les programmes de production et tout ça. Donc, pour nous, notre mandat ne nous permettait pas d'aller chercher les producteurs. Et il y a des projets qui travaillent là-dessus. Et je sais que ce défi-là, rien qu'au niveau des diplômés, si nous arrivons en tout cas à créer les conditions pour traiter, pour donner un cadre favorable en tout cas, la tête de proue. C'est un élément fondamental que si nous arrivons à trouver une solution à l'insertion de ces gens-là, ils vont régler pas mal de problèmes jusque sur le terrain. Le robote qui va tirer tous les wagons. Là. Oui, donc c'est à peu près cela. Donc c'est ça l'idée de la pertinence en fait du terme, c'est que c'est un élément fondamental qui se trouve en haut, mais une fois que c'est à leur niveau, l'insertion est réussie, ils interviennent partout. Les paysans en bénéficient, tout le monde, en fait toute la communauté va bénéficier. Ok. Alors, monsieur le coordinateur du projet FASAM, on va le rappeler, hein, c'est formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali. Et vous avez dit, j'ai dit que c'était une idée importée. Vous avez dit non, ça vient de vous, ça vient de nous, les Maliens. D'accord, l'idée vient d'ici, les besoins s'expriment là, l'expérience vient d'ailleurs. L'argent pour faire fonctionner tout ça, ça vient d'où? C'est le nerf de la guerre, comme Absolument. on dit, c'est souvent. Hein. L'argent, effectivement, c'est des fonds canadiens, c'est le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada, AMC, qu'ils appellent maintenant AMC, c'est eux qui financent le projet. Et le projet devra durer 6 ans. Ça a commencé en 2014 et on espère finir en 2020. Et qu'est-ce qui va arriver là? Ce qui va arriver là, c'est que nous travaillons déjà à travers, nous commençons notre plan de travail annuel à partir du mois d'avril prochain pour la 5e année du projet. On travaille avec les établissements pour créer les ministères, parce qu'on travaille étroitement avec les services de l'État et puis les établissements, pour créer les conditions de pérennisation. C'est-à-dire s'autofinancer? Non, pas nécessairement s'autofinancer. On va attendre encore un autre fonds? Ben non, c'est qu'on espère que l'État mette les moyens. Parce que souvent, aussi, il faut reconnaître la limite des projets. Les projets viennent avec des méthodes, des démarches. Mais c'est ça le problème. Il y a une multitude de projets qui sont initiés par des Maliens, financés par les partenaires extérieurs. Mais dès que ça finit, on se tourne vers l'État pour qu'il assure la pérennité de ces projets. Et vous n'avez pas, entre-temps, vous avez eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous devez avoir un peu quelque chose en tête, un certain mécanisme de pérennisation, de s'autofinancer. Les établissements, pas nous. Nous, on est... Tout le monde. Oui, mais effectivement, merci. Cette question-là est pertinente et je pense que je vais vous me rappeler qu'au niveau des établissements, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des activités d'autonomisation de ces centres-là. On a des défis au niveau des services publics qui pensent que souvent, les établissements que nous appuyons ne doivent pas être autonomes, surtout au niveau technique et professionnel, à cause des textes de création. Mais sinon, dans la démarche que nous menons, les activités que nous menons au niveau de tous les établissements, surtout le niveau technique et professionnel, nous avons créé des activités génératrices de revenus. Et les directions de ces centres-là ont voyagé au Canada pour voir des centres homologues. Dans ces centres similaires-là, comment est-ce que les gens font pour assurer leur autonomie, pour continuer à fonctionner, parce que l'État, on sait que même au Canada... J'allais vous poser justement cette question. C'est vrai d'avoir l'expérience et venir implémenter ici, mais il faut s'inspirer également de l'expérience de financement. Exactement. Le projet, comment ça s'est fait au Canada là-bas? Qui finance ce genre de projet? D'où vient l'argent? Mais en fait, nous, on ne les a pas amenés pour voir comment les projets se financent. Mais c'est pour voir comment les établissements du même genre fonctionnent au Canada pour créer des ressources internes afin de continuer à faire les activités sans souvent attendre les ressources de l'État. Parce qu'on sait qu'elles sont limitées et elles ne permettent pas de tout faire. Au Canada, si vous voulez, les projets de ce genre sont financés de façon spécifique d'abord par le gouvernement canadien. Il y a des ONG qui financent ce genre de projets, mais l'argent, les ONG les trouvent où? C'est auprès du gouvernement canadien. Souvent des contribuables, souvent des entreprises. Mais
ce projet spécifique, c'est vraiment une contribution du gouvernement canadien à la politique du développement agricole du Mali. Donc c'est un partenariat bilatéral, c'est un projet bilatéral entre États et qui devra permettre en tout cas de laisser ses traces après le projet. Et on espère, nous, comme je vous dis, on travaille beaucoup fortement avec l'État pour assurer la durabilité. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, l'État continue d'accompagner. Et pour cela, nous, qu'est-ce que nous faisons? On travaille dès le départ. Tout ce que nous faisons dans les centres, les services techniques sont impliqués directement. Alors, pour ce cas précis, est-ce que vous pensez que ça sera le cas, que l'État pourra faire quelque chose? Ben, vous avez dit qu'au Canada, c'est le gouvernement qui fait... Le gouvernement a une source. Comment le gouvernement canadien fait? Mais transférer ça aussi, on est dans une espèce de, en fait, de marketing. Je pense qu'il faut que je rectifie. Hein, oui. Je pense que vous ne m'avez pas compris. Ah bon, vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire le financement de ce genre de projets oui. sont faits par le gouvernement canadien. Par contre, les établissements au Canada, s'ils doivent faire des activités, oui. ils reçoivent des ressources de l'État, mais ils reçoivent leurs propres ressources internes. La plupart des établissements, que ce soit du niveau technique jusqu'à l'université, ils créent des conditions pour avoir des ressources internes, leurs propres ressources, à travers le recrutement des étudiants, à travers des donations d'entreprises, parce qu'ils font de la recherche. Alors vous avez parce dit que tantôt, la recherche aussi, oui. c'est un moteur, c'est un créneau de mobilisation de ressources. Alors, ces établissements ont bénéficié de votre part d'une session d'immersion dans le système canadien là-bas, auprès des établissements canadiens. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, en fait, les promoteurs sont d'accord que ce système il est bon, qu'on peut l'appliquer ici. Vous avez des idées pour générer des ressources afin d'assurer la pérennité du projet? Mais nous, ce qu'il faut reconnaître, ce n'est pas la pérennité nécessairement du projet, mais les actions du projet qui ont été mises en œuvre, c'est-à-dire les formations des enseignants. Oui, comme on le dit, l'un n'a pas d'essence à l'autre. Il y a action parce qu'il y a le projet. Exactement. Les établissements, les directions sont amenées au Canada. Ce n'est pas nécessairement pour venir copier et implanter ce qu'ils ont vu là-bas. S'inspirer voilà. Et l'adapter à ces réalités. C'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas parce que dans certains cas, les gens ont tendance à vouloir faire ce qu'ils ont vu là-bas ou à se décourager face à ce qu'ils ont vu là-bas parce qu'ils viennent, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour faire la même chose. Alors que c'est comme vous l'avez dit, c'est pour s'inspirer et tirer des leçons. S'inspirer de pas couper-coller. Peut-être qu'il faut travailler sur cette dimension aussi. Exactement. Et il vous revient de faire aussi ce travail de pédagogie pour leur dire allez-y vous inspirer de ça, mais ce n'est pas du couper-coller, ça ne marche jamais. Non, nous on le dit, c'est sûr. Rassurez-vous que nous, tous les partenaires que nous appuyons, on leur dit parce qu'on prépare tout un document pour qu'ils sachent les objectifs, pourquoi ils doivent aller là-bas, et puis qu'est-ce qu'ils doivent aller apprendre réellement. Et nous, on les accompagne à leur retour pour effectivement essayer d'adapter. Parce que même la démarche que nous menons au niveau des établissements, nous l'adaptons au contexte, en réalité, parce qu'on sait que ce qui marche au Canada ne marche pas nécessairement ici. Alors, ce n'était pas une bonne idée de les envoyer là-bas, ça les a plutôt découragés. Non, moi je parle juste d'exemple. Je ne dis pas que ce sont nos partenaires. Je vous dis, il y a certaines personnes, quand ils partent, ils ont tendance à se décourager quand ils voient tout ce qui se fait là-bas. Alors, qu'en est-il de vos partenaires à vous? Mais je dirais qu'au niveau de nos partenaires, la plupart, en tout cas au niveau des formations qu'ils ont reçues, surtout pour les activités d'autonomisation, les activités génératives de revenus, ils sont venus, ils ont mis en place des activités que nous appuyons avec des petits fonds sur la base, comment dirais-je, des plans d'affaires qu'ils ont élaborés à travers les formations que nous avons données. Et actuellement, on a des centres modèles. On a des établissements dans lesquels cette activité génératrice, ils sont déjà à leur deuxième cycle de production. Où sont ces centres à Bamako? Il y en a à Yorosso, il y en a à Missabou, il y a à Badougou-Yoluba où les gens travaillent. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire là-bas compte tenu de l'historique du centre, mais les gens font beaucoup d'efforts. Mais on a des centres vraiment où les activités, ils ont dégagé même l'année, en décembre quand on a fait le bilan, ils ont dégagé près d'1 million à peu près de bénéfices dans leur petite activité génératrice de revenus. Ce ne sont pas des grands centres de formation, les CFP. À l'hyper de Katibou, qui est le plus grand établissement, on essaye de faire la même chose parce qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et pour cela, d'ailleurs, il y a à peu près 35 boursiers
du Mali, des étudiants, des enseignants de l'IPER qui sont au Canada à l'Université Laval pour se former en maîtrise et puis en PhD afin de revenir pour remplacer les étudiants et les enseignants qui vont à la retraite bientôt. Ouais. Donc ça, c'est une démarche de durabilité des activités du projet, de renforcement de ce corps enseignant-là, parce que si les enseignants ne sont pas disponibles, on peut oublier en fait la formation agricole parce qu'il n'y aura pas de cadre pour assurer de façon durable cette... Tout ça, c'est bien planifié. La démarche adoptée, c'est super bien. Il y a d'autres aspects. Je vais juste toujours dans le cadre de cette autonomisation. Par exemple, à l'IPR, ce que nous avons fait aussi de plus significatif, c'est de redynamiser la recherche. Parce que l'établissement ayant une vocation de recherche, à un moment donné, ne faisait pas beaucoup de recherche. Oui, mais il paraît que c'est un domaine trop cher et que c'est un domaine qui n'intéresse pas beaucoup de candidats. Hein. Nous, pourtant, le domaine de la recherche. Mais peut-être ils n'ont pas cherché parce que dans le monde entier, la plupart des grandes universités, ils mobilisent des fonds de recherche de façon incroyable. Oui, on dit au Mali ici. Mais bon, je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'abord par des études de base au niveau de l'établissement. On les a organisées. On a créé, on les a aidés à faire un plan d'orientation de la recherche sur 5 ans. Quelle recherche? La recherche agricole. La recherche agricole à tous les niveaux. Et qu'est-ce que nous avons fait? On a vu qu'il y a beaucoup d'intérêt au niveau des enseignants. Parce que sur le plan national, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de fonds conséquents pour financer la recherche. Ce qui fait que chaque fois que un chercheur national a une idée sur un bon projet, une activité bien déterminée, si ça n'entre pas dans le pipe de ceux qui financent, alors il ne peut pas faire son travail. Ça, c'est peut-être... C'est une évidence. Et là même, j'ai dit, il y a une question de souveraineté. Mais effectivement... Parce que les bailleurs ne financent que ce qui les intéresse. Oui, mais... Quel est le domaine qui les intéresse. Exactement, dans beaucoup de cas, effectivement. C'est ce que les professionnels du secteur nous disent. Hein. C'est ce que moi je veux vous dire dans le cadre de la recherche. Et qu'en est-il de votre cas? Dans notre cas, à l'IPR, on les a aidés à avoir un plan d'orientation de la recherche parce que c'est inspiré de ce qui se fait au Canada. Il y a une démarche, c'est une question d'organisation. À partir de là, nous avons éjecté à peu près 250 millions de francs CFA à l'IPR à travers des équipes de recherche qui ont compétitionné à des projets dans des domaines qu'eux-mêmes ils ont définis dans leur plan d'orientation de la recherche. Et à peu près, actuellement, il y a 8 équipes de recherche fonctionnelles à l'IPR dans le cadre du projet FASAM. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés. Hein. Exactement. Ils peuvent venir vous voir. Mais ils peuvent vous allez les orienter. Tous ne peuvent pas. On peut les orienter. Oui. Parce que comme les fonds du projet sont destinés exclusivement pour l'IPR, vous dites qu'il y a qu'il y a de l'argent, qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Ils peuvent venir vous voir. Exactement. Aujourd'hui, je peux vous donner le cas du projet PADES, qui est financé par la Banque mondiale. C'est un projet de l'État. On travaille beaucoup en synergie avec eux. Ils sont en train de faire une étude sur la mobilisation, le financement de l'enseignement supérieur. Ils viennent nous voir pour avoir nos avis. On se consulte régulièrement et puis on déploie des ressources souvent du Canada pour participer à leurs activités. On fait beaucoup de travail. C'est sûr que nous, on peut aider à donner l'information. Parce qu'on sait que l'État malien même fait beaucoup d'efforts en matière de recherche. Il y a des fonds de recherche compétitifs de l'État que l'État malien met à disposition. Alors, il y a des fonds internationaux auxquels les chercheurs peuvent aller concourir. Mais souvent, ils n'ont pas l'information. Justement, et lorsque vous parlez tantôt du chapelet de problèmes qui bloquent un peu le système au niveau de votre structure, dans son ensemble, c'est un peu le manque de communication entre les différents partenaires. Ouais. Vous, l'État, les privés, et les autres partenaires. Oui. Alors, vous avez toutes ces informations à votre niveau, mais communiquez là-dessus aussi. Dites-le. En fait, nous, toutes les études que nous avons faites, nous les avons publiées, nous les avons mis à la disposition de l'État. Et puis, assez souvent, on fait des rencontres avec les ministères avec lesquels nous travaillons. Oui, tout ça, c'est trop institutionnel. Oui. Vous ne trouvez pas d'autres canaux de communication? En fait... il y a les universités, il y a d'autres structures. Oui. Il y a même le grand public. Il y a le grand public, effectivement. Oui. Mais nous, on travaille, par exemple, vous avez parlé des universités. Dans le cadre de tout ce que je vous dis en matière de recherche à l'IPA, ici, à l'université, il y a le PADES appuie à peu près 4 établissements universitaires.
tous ces gens-là, souvent, le PADES organise des activités avec une douzaine de structures d'universités du Mali. Nous, on profite de ces cadres-là aussi pour parler de ce que nous faisons à l'IPR, pour que ça puisse servir de leçon. Donc, je pense qu'il y a quand même des plateaux que nous utilisons souvent pour diffuser l'information. Ben, il est difficile aussi d'avoir recours à des plateaux non conventionnels qui ne sont pas reconnus ici. Donc, on utilise ce qui existe localement pour passer nos messages. Alors aujourd'hui, c'est très facile de communiquer. Oui, non, ça c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Nous, en tout cas, nous, on pense qu'on communique pas mal. Peut-être qu'on ne voit pas tous les cibles, mais on ne manque pas l'occasion, chaque fois que l'occasion se présente, pour aller, en tout cas, parler de ce qui se passe dans nos établissements, donner l'expérience. Parce que je pense qu'au niveau du travail que nous avons fait au niveau des établissements, beaucoup d'établissements aujourd'hui veulent que notre projet les appuie. Parce qu'ils voient du concret, c'est-à-dire les résultats en matière d'amélioration de la qualité des programmes, amélioration de la qualité de la gestion même des établissements, amélioration de la qualité même des enseignants, parce que nous avons formé pas mal d'enseignants de l'IPR jusqu'au centre de formation professionnelle. Souvent, on les envoie au Canada. Même l'année passée, en 2018, on a envoyé à peu près 24 enseignants de l'IPR pour aller se former en pédagogie. Parce que souvent, c'est ça aussi qui manque. Alors, portez cette nouvelle-là, portez-la partout. Parfait. Voilà. Peut-être qu'il faut communiquer beaucoup, Oui. mais communiquer mieux. Oui, c'est surtout. Voilà, revoyez un peu le système de ciblage et tout, et ça sera mieux comme ça. Alors, ça pourrait être la dernière question, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, c'est de nous parler de l'importance même, vraiment, de ce projet dans un pays agricole comme le nôtre, le Mali. Ben, je dirais que le projet, ce projet-là, je pense que son importance n'est vraiment pas démontrée. Parce que pour un pays agricole au Mali, comme vous dites, et pour un pays dont le gouvernement met beaucoup d'accent sur la nécessité de faire du secteur, en tout cas un secteur de croissance économique et surtout de lutte contre la pauvreté, moi je pense que ça prend des ressources humaines qualifiées, compétentes, qui est capable d'appuyer le développement du secteur à tous les niveaux. Et ce projet-là vient répondre à ce besoin. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est sûr que l'importance de ce projet pour ce pays-là n'est pas à démontrer. Voilà pourquoi il faut tout faire pour que ce projet ne meure pas. Mais on est en train, pour votre petite information, ce n'est pas une garantie parce que ça dépend aussi des possibilités au niveau du bailleur de fonds. Ça serait dommage On quand travaille même que un ça peu, continue pas. on travaille un peu sur la suite du projet déjà. On a commencé déjà à travailler sur une suite de ce projet. Mais il n'y a aucune garantie et on ne va pas dire que ça va être financé ou pas. Mais nous avons l'impression que vous y prenez un peu en retard, non? Non, non. Il fallait commencer depuis le premier jour. Non. Au lancement du projet, oui. On pense immédiatement à ça fait, voilà, pour voir comment... Mais en fait, on ne s'emprunte pas trop... Et chemin faisant, vous avez vu qu'il est si porteur que... Non. Voilà, je pense qu'on est dans la bonne période où il faut penser à la suite. Ah, d'accord. Il nous reste 2 ans dans le cadre de ce projet. Assez souvent, la suite d'un projet se prépare sur la base des acquis du projet. 2 ans, vous disez combien? Le projet, il a coûté combien? À peu près, c'est un projet qui est financé à 21 millions de dollars. Non, dites-nous ça en CFA. C'est 9,5 milliards de francs CFA. Près de 10 milliards de francs CFA. Près de 10 milliards de francs CFA. D'accord. Et c'est exclusivement financé par le gouvernement canadien. Mais ce n'est pas de la mer à boire. Mobiliser 10 milliards de francs CFA pour un projet si porteur. Ça peut être la mer à boire. Hein. C'est beaucoup de fonds. Oui, mais avec la volonté aidant. Mais c'est ça, c'est pour cela que nous disons que nous travaillons, en tout cas actuellement, avec le bailleur de fonds. Ouais. Parce que ça dépend des priorités aussi du bailleur de fonds. Mais nous avons commencé déjà à travailler. C'est comme vous l'avez dit, la suite d'un projet, on capitalise sur les acquis. Donc on ne peut pas commencer à travailler sur ça au démarrage. Parce qu'il faut avoir des résultats. Non, on a toujours pensé à ça. Avant même le démarrage, si vous voulez. Mais c'est à partir des résultats d'un certain niveau d'acquis qu'il faut convaincre le bailleur de fonds de la nécessité de continuer la suite. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons tous les éléments requis pour, en tout cas, le bailleur nous demande déjà de commencer à travailler. Mais ça nous donnait des garanties. Oui, n'ayez pas peur des 10 milliards de francs CFA. Vous allez les chercher, vous allez les trouver. On va les trouver, c'est sûr. On le dit, on ne cherche pas la solution à un problème qui ne se pose pas à soi. Avec l'appui du gouvernement. Tant que vous avez ce problème de mobilisation de 10 milliards,
vous allez vous y mettre, évidemment. Mais absolument, il n'y a pas de problème sans solution. Ça, au moins, sinon, on est convaincu de ça. Et nous pensons que nous, on est juste des acteurs, on est que quelques éléments, un maillon de la mise en œuvre du projet. Il y a le gouvernement malien, et il suffit qu'il aille demander aussi au gouvernement canadien de continuer à faire des appuis. C'est entre États que les choses se jouent. Nous, on n'est que des éléments isolés dans la chaîne. Et on va finir par ce mot si important. Ensemble, on va marcher. En tout cas, ensemble, on va marcher. Comme vous dites. Merci d'être venu, M. Mahamadou Garba Abdou. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du projet FASAM, Formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali. Vous vous donnez combien sur 20? Jugez-vous, vous-même. Ah, vous voulez que je me juge? Ah, absolument. C'est toujours difficile de se juger. Oui, mais... Je me donnerai 18 sur 20. À 18, ok, très bien. On va vous évaluer, Inch'Allah, au prochain forum. C'est parfait. Merci d'être venu. Et revenez, chaque fois que vous voulez, sur le plateau d'Actu Hebdo. L'ORTM, la passion du service public, chacun compte. En tout cas, merci beaucoup merci. pour vous de m'avoir donné cette occasion. C'est un plaisir. Cette belle occasion. Et puis au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Mesdames et merci, mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, c'est dimanche prochain, Inch'Allah, à la même heure, le canal 12-13. Mais restez sur l'ORTM pour suivre le journal de 13h. Excellent après-midi dominical.